de cinéma indépendante sur Paris. Voilà, on peut remercier au passage la société de production Why Not, c'est grâce à eux qu'on est ici. Ça fait à peu près 9 ans qu'on est ici, dans cet emplacement, et voilà, et on aime bien, hormis le cinéma, faire des passerelles avec d'autres domaines, et on a déjà travaillé avec Jeanne, donc voilà, c'est avec plaisir qu'on retravaille avec elle ce soir. et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne rencontre, et ensuite on prendra un verre tous ensemble. Voilà, merci à vous. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. Bonsoir à tous. Je vous remercie infiniment d'être là pour ce fil de mémoire qui parle de la fragilité et de la reconquête du territoire incertain. Nous allons commencer par vous montrer une photo qui n'a absolument pas été faite pour cet événement, mais qui nous a servi après. Donc, je pense que Alain, tu nous expliques un peu la photo. Voilà. Voilà, oui, donc évidemment, cette photo n'est pas du tout prévue pour l'occasion, elle a été faite avant. Mais il se trouve que s'il y a des thématiques différentes, bien souvent des histoires se rencontrent dans leur construction. Alors, Jeanne m'a demandé d'expliquer un petit peu comment je suis arrivé à cette photo. S'il y a beaucoup d'étapes qui nous échappent quand on fabrique quelque chose, on a quand même des lignes directrices très conscientes et je vais en sortir en dégager deux. La première, elle parle de musique parce que bon, je suis musicien, certains d'entre vous le savent. Et j'ai voulu, plus exactement, qu'on lise la photo comme on lise une partition musicale. C'est-à-dire qu'une partition musicale se lit de gauche à droite, comme un livre, mais également de façon verticale. Dans la verticalité, il y a toute l'harmonie, la trame harmonique, ou bien la superposition de lignes mélodiques indépendantes. Et le temps en musique, le temps et le rythme sont des choses non pas compliquées, mais complexes, suivent ces deux trajectoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un personnage de cette photo. Mais ce personnage n'est pas dans la photo, justement. J'ai voulu tenir compte du spectateur, celui qui regarde la photo. Et dans cette histoire de temps, dans cette histoire d'échappée, parce que j'aurais pu appeler cette photo l'échappée, j'ai voulu que le personnage qui regarde la photo soit exclu, justement, de cette échappée. Au centre de la photo, il y a ce couloir de lumière, et cette fenêtre, et ces deux ombres qui ont déjà passer la fenêtre. Donc le spectateur est obligé de prendre le chemin par la droite et de retrouver l'heure à l'endroit. Voilà. Donc moi j'ai rebondi sur cette photo quand j'ai su que nous allions faire ce fil de mémoire, parce que dans cette photo il y a quelque chose qui m'a immédiatement interpellée. Il y a au milieu deux personnages, deux ombres. Et en même temps on a quelque part deux montres, ben deux horloges, mais c'est le temps qui à la fois n'existe plus et existe. Et ces deux personnes, ou bien ces silhouettes, on ne sait pas si elles vont être aspirées, et certainement que quelque chose va se passer. Il y a dans cette photo une forme de, je ne dirais pas de tragédie ou drame, parce que je ne le savais pas sur le coup, mais il y a quelque chose qui va changer. Cette photo, c'est un temps arrêté, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a de la lumière, il y a quelque chose qui aspire, on ne sait pas qui va partir, qui va être exclu ou pas. Donc voilà, c'était un peu à partir de cette photo que je suis partie. Et donc, pour ce fil de mémoire, nous avons le grand honneur d'avoir Jean-Philippe Domecq qui est avec nous ce soir, Virginie Méglet, ils vont se présenter eux-mêmes, Pierre Perrin qui va faire modérateur, Alain Waro, donc vous avez vu aussi. Donc, pour moi, dans la vie, nous avons toujours à un moment donné une scène autour de laquelle toute notre vie se met à tourner. C'est la reconquête du territoire incertain. Dans le livre de Jean-Philippe, il y a le drame, la tragédie, mais il y a aussi une scène. C'est sur cette scène que quelque chose, c'est pratiquement pour moi, j'ai l'impression que c'est cette scène qui est la scène centrale. C'est quand Jean-Philippe Domecq est sur la plage avec le compagnon du Fourmentel. J'ai beaucoup d'émotions à parler d'elle. Et en même temps, on sait que quelque chose est irrémédiable et en même temps, quelque chose, on est dans le vivant encore, mais on est nulle part. On n'est plus dans le monde, on n'est plus dans le temps.
on n'est nulle part. Et cette scène, c'est autour de ça qu'après j'ai ressenti ce livre, peut-être que je me trompe, que quelque chose continue à aspirer, à se construire, à repartir, à revenir. Il y a le fils de Jean-Philippe qui, heureusement, va bien. C'est un grand garçon maintenant, il a 16 ans. Mais là aussi, il y a des choses à penser. Mais au-delà de ça, il y a cette scène. Virginie, dans ses livres, dans L'étonnante fragilité, nous parle aussi de plusieurs personnes. Et ces personnes, il y a toujours une scène. Dans notre tête aussi, il y a cette scène. Et c'est Marilyn Monroe, c'est John Fitzgerald Kennedy. Et il y a toujours quelque chose que nous connaissons. La mort d'Anne Dufourmentel est une mort qui a presque endeuillé le monde. Et on ne comprend pas. Enfin, tout en comprenant bien sûr, mais c'est presque planétaire. Virginie, les personnes dont elle parle aussi. Pierre Perrin a écrit beaucoup de livres, et il a fait beaucoup de choses, il a une très belle revue, mais au-delà de ça, il y a une scène dans sa vie, il était enfant, et il a vu son chien massacré à la hache. Et donc son chien, il avait 8 ans je crois, ce chien est resté en lui 30 ans. Donc c'est cette scène autour de laquelle il construit sa vie et reconquiert le territoire, etc. Moi pour ma part, il y a une scène qui m'a beaucoup marquée, et en même temps j'ai l'impression qu'elle ne m'a pas marquée. J'étais à l'époque au Liban, il y avait la guerre, on était tous là, on était bien. Et d'un seul coup, il y a eu une bombe. Et nos voisins ont reçu la bombe, il n'y avait plus d'enfants. Les enfants étaient en morceaux, ils étaient dans un sac en plastique. Donc là aussi, le temps s'est arrêté. Depuis, bien sûr, on s'est remis de tout ça, surtout nous, les autres, leurs parents pas. Mais il y a cette scène autour de laquelle tout se fait. Et je crois qu'à un moment donné, quand il y a un drame, une tragédie, on ne sait pas qui est exclu. Est-ce que c'est la personne qui meurt ou est-ce que c'est la personne qui reste vivante? Parce qu'on est exclu du monde des morts aussi. Et il y a une scène particulière, pardon, j'insiste sur votre livre, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a émue. C'est que dans le livre, Jean-Philippe parle de l'instant où ils ont compris que les secouristes ne pouvaient plus rien faire. Et il a embrassé Anne, qui était sereine. Et Anne était déjà partie, mais elle était en partance en quelque sorte. Et le lendemain, dans le livre, il le dit aussi, c'était un masque de cire. Donc, quelque part, elle était complètement partie. Mais il y a ce départ, cet instant-là. On retrouvera, mais ils parleront de moi, de tout ça beaucoup mieux que moi, et se présenteront aussi. Je voudrais finir sur ces mots d'une amie qui s'appelle Brigitte Maillard, qui a écrit cette phrase dans un livre qui s'appelle « Il y a un chemin » aux éditions librairie Racine. C'est « Le monde se retire, le dérisoire délie l'éphémère. Nous avançons à découvert, troublés, par les éléments qui se regardent de toutes parts. » Je crois que pour reconquérir le territoire incertain, avec la fragilité qu'on doit transformer en force et qui se transforme en force, il nous faut avancer à découvert. Nous avons été atteints, nous avons été flingués, on n'a plus le choix. Il faut avancer à découvert pour pouvoir avancer. Vaciller est un acte de vie et c'est une renaissance. Il ne faut pas avoir peur ni de vaciller, ni de continuer à reconquérir le territoire incertain. Je ne sais pas si on peut le reconquérir vraiment, toujours, mais je pense que nos intervenants nous le diront. Merci encore à la Librairie du Cinéma de nous recevoir. Un grand merci à tous, et merci à tous d'être venus. Voilà, merci. Je passe la parole à Jean-Philippe. Merci Jeanne pour cette présentation qui déjà trace un certain nombre de cercles concentriques autour de ces événements qui nous mettent en péril et en fragilité extrême. Je fais juste une parenthèse pour dire que il y a malgré tout des progrès dans l'égalité de l'homme et de la femme, puisqu'on me fait passer avant une auteure, et on n'y voit pas ombrage, dans la mesure où ce n'est pas une galanterie excessive, c'est en effet, on pourrait même dire dans la tradition des concerts de rock que je passe en vedette américaine avant vous. Bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait ce moment tragique, plus que dramatique, véritablement tragique, donc j'ai bien été obligé d'assister à la mort de mon ami, une amie que je connaissais, que vous voyez, j'ai dit je connais, d'ailleurs ça va être intéressant, que je connaissais depuis 20 ans, et disons la dimension que nous pouvons tous partager à cet égard, c'est que avec son compagnon Frédéric Boyer, qui a d'ailleurs écrit, qui a publié un poème d'amour absolument bouleversant et extraordinaire, nous nous sommes retrouvés à assister aux tentatives de sauvetage au bord de l'eau, face au soleil, quoi. Et
La Rochefoucauld a écrit que le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face, et les circonstances ont fait que j'ai été obligé de les regarder. Et finalement, ça peut se faire, contrairement à ce que énonçait La Rochefoucauld. Mais là où il a raison, c'est que nous passons notre temps à oublier l'évidence de la mort. Alors, à cela s'est ajouté que c'est un accident et que c'est pas nous qui mourrons, c'est en l'occurrence une amie. C'est pire. Je tiens à préciser que si j'ai écrit ce livre, je n'ai pas trop su pourquoi, si ce n'est que je voyais constamment cette douleur, que le chagrin est finalement notre sensibilité la plus fidèle, la plus exclusive, exclut tout le reste. Alors que je suis auteur et que j'étais en forme, que j'écrivais, que j'avais des choses à écrire. Mais ça s'interposait de telle façon qu'à partir de le drame, la tragédie a eu lieu le 21 juillet 2017 et à partir du 14 septembre, j'ai pas pu m'empêcher d'écrire parce que ça s'interposait constamment. Et j'ai écrit ce livre en un mois. Mais je précise que je l'ai sûrement pas écrit pour guérir, ou pour faire ce qu'on appelle le travail de deuil, auquel je ne crois pas. Et d'ailleurs, les psychanalystes ont bien exploré cette hypothèse de Freud. On ne peut pas lui reprocher d'avoir avancé une hypothèse. Elle permet de travailler même à contrario. Et il n'y a pas de véritable travail de deuil. Ce n'est pas vrai. Et un livre de cette sorte n'est pas là pour purger quoi que ce soit ou pour surmonter quoi que ce soit. D'ailleurs, à la fin, je dis la mort n'est rien à côté d'une mort. On a beau travailler, on a beau intérioriser, pendant ce temps-là, il y a cette béance, cette trouée, et même béance, trouée, rien sont des mots de trop. Ce qui vous avez signalé à un moment, je n'ai pas embrassé Anne, disons qu'au moment où on nous dit que, bon, que c'est fini, Frédéric s'avance et l'embrasse sur le front avec émotion, et moi, je lui demande si je peux, il me dit oui bien sûr, et j'y vais, j'ai à peine dû oser. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe sur le front, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que comme vous l'avez fort bien dit, Jeanne Orient, il y a le contact entre deux mondes, et on ne sait plus dans lequel on est soi-même. D'ailleurs, on n'est plus soi-même. Là, c'est un des rares cas, dans la vie, il y en a un certain nombre, mais c'est un cas vraiment où, bien sûr, on est localisé dans l'espace. Je suis là, je suis pas là, etc. Mais en même temps, il n'y a plus de moi. Et ça, c'est le pouvoir extrêmement révélateur ou de confirmation de la mort devant l'essentiel. Il y a vraiment contact entre deux mondes. Et en même temps, nous sommes dans ces deux mondes en permanence. Alors, ensuite, vous dites que, en effet, au funérarium, le lendemain, c'est pas le même visage. C'est la pavane pour une infante défunte. Elle était toujours aussi impressionnante. Mais je sentais que là, c'était pas seulement la dernière fois que je la voyais physiquement, mais nous sentons alors que cette fois, oui, il y a vraiment deux mondes. Mais on regrette d'être dans celui-ci. Comment dire par rapport à tout ça? Ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, par cercle concentrique, comme ça, comme j'ai raconté ce qui s'est passé dans les premiers instants, puis dans la première heure, puis les premières heures, puis les premiers jours, puis le premier mois, finalement, cet être, Anne, on le voit exister par la réminiscence et par les comportements de tous les autres. Et là, effectivement, comme ça m'est apparu, tous les êtres meurent, mais pas tous au même taux, pas plus que tous les êtres vivent, et pas tous au même taux. Et je savais, je le dis à mon fils dans les premières heures, c'est pas du tout une consolation, mais je savais que l'aura d'Anne se diffuserait très vite. Et de fait, beaucoup de gens en ont entendu parler.
Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup de gens en ont entendu parler, pas seulement dans, si vous voulez, grâce à l'information culturelle, France Culture, certains journaux, etc. Pas seulement ceux qui connaissaient Anne par ses livres, par la psychanalyse, par la philosophie, par la littérature, mais aussi même les gens qui ne l'avaient jamais lu, même qui n'en avaient jamais entendu parler et qui ont entendu la nouvelle. Et là, c'est très intéressant au sens fort du terme, c'est-à-dire que là, il y a une aura qui s'impose, quelle que soit la connaissance que l'on a de l'être. Et après tout, est-ce que c'est pas ça qui se passe aussi au niveau des œuvres? Il y a une coagulation entre l'œuvre et le profil qui se dégage. Non pas au sens où l'auteur et l'œuvre seraient identiques. Hein. Proust est passé par là, même s'il y a à redire là-dessus. Mais enfin, mais l'aura de l'œuvre et l'aura d'un être, de l'être, sont assez indissociables, indépendamment de la personnalité de l'auteur. En ce qui concerne Anne, nous sommes en présence d'un être de cette sorte-là. Et il faut dire qu'elle avait dans cette aura pas seulement une extrême générosité, de ces générosités qui ne veulent surtout pas se montrer, de ces générosités qui donnent tout et plus que ce qu'elles ont. Mais en même temps, une générosité surtout d'écoute et d'intelligence de l'autre. Ce qui fait que je me disais que ce n'est pas parce qu'elle est psychanalyste qu'elle a cette formidable intuition de l'autre, c'est parce qu'elle a cette intuition de l'autre qu'elle est devenue psychanalyste. Et là, on a une très haute idée de ce que peut être une ou un psychanalyste. Elle avait cette capacité de délier les êtres, en les comprenant au-delà de ce qui les arrête. Donc, du coup, ça les déliait, justement. Voilà, je ne voudrais pas parler plus de 10 minutes. Est-ce que c'est... Encore, c'est très intéressant, au contraire. Et on va faire le lien, je pense, facilement avec... Merci, vas-y, quelques mots d'abord. Quelques mots d'abord. Bon, bonsoir d'abord. Merci infiniment, Jeanne. Parce que je trouve qu'elle a l'art comme ça d'improviser, si on peut dire, sans improviser, mais de créer des situations. Et donc voilà, j'en perds les mots. J'ai l'impression que ça, pour moi, ça va être un peu l'incarnation de la fragilité. J'ai peut-être effectivement pas trouvé mes mots. Bon, ça m'arrive souvent de ne pas les trouver parce que c'est peut-être pour ça que j'écris. Parce qu'il y a aussi cette difficulté du dire et qu'en même temps, c'est vrai que là, Jean-Philippe Domecq ayant parlé d'Anne Dufourmentel, je pense qu'il y a une mise en scène, mais pas prévue, qui est la mise en scène de la fragilité dans laquelle peut nous renvoyer un accident. Hein, comme soudain, ça nous sait comment l'accident, la mort nous renvoie aussi à la réalité de la vie. On n'y peut rien, sinon peut-être faire attention, et faire attention au sens très aigu du terme. Enfin, je veux dire avec tous ses sens, pas les 5 sens, mais avec toute sa sensibilité, et essayer de comprendre ce qui se dit, essayer de... Alors, peut-être qu'au niveau du deuil, je vais me permettre un mot, parce que cette question du deuil, je l'avais lu dans votre livre, et là vous le redites, et c'est vrai que j'ai l'impression, j'ai une question que j'ai envie de reposer, parce que faire son deuil, pour moi, c'est pas oublier. Faire son deuil, c'est pas ça. C'est le deuil, c'est de la même famille que douleur, et en fait, faire son deuil, ce serait vivre cette douleur, tout en faisant peut-être honneur à la vie à la vie que symbolise l'amour qu'on a pu avoir pour une personne. Donc c'est pour ça que, disons, s'il devait y avoir travail du deuil, ça n'a rien à voir avec un travail conscient, pas du tout, c'est se laisser travailler, ça travaille en nous. Voilà, c'était juste me permettait de faire ce mot-là, parce que en même temps, justement, c'est aussi ce dont témoigne votre livre. Enfin, c'est voilà, cette interrogation. Bon, on va désoler Jeanne, mais je vais poser quelques questions pour aider Virginie. Tu fais ce que tu veux, c'est libre. Moi, c'est ce que j'aime dans tout ça, c'est la liberté de chacun. Virginie écrit, page 136, la mort fait partie de la vie. Et je pense que c'est la même idée qu'a développée Jean-Philippe. Est-ce que vous pourriez, peut-être développer un peu la mort fait partie de la vie? Bon.
Pour aider peut-être, l'idée de Jean-Philippe apparemment est très intéressante, c'est la vie est une éclipse de la mort. Il écrit nettement, rendre un jour cette vie au rien, avec un R majuscule, d'où nous sortons le temps de vivre. Autrement dit, il n'y a rien avant que nous vivions, ça suppose le solipsisme. Et je pense que dans la mesure où Virginie écrit la mort fait partie de la vie, on la regarde soi-même. Est-ce que tu peux essayer, pardon, de développer ça? Puis on va se tutoyer parce que c'est plus simple. Si ça ne vous gêne pas. Merci. Oui, moi je remercie Pierre parce que je savais que je serais un petit peu émue. Effectivement, je me suis dit, je ne peux pas préparer, sinon éventuellement me préparer un petit peu. Et quand Pierre m'a proposé de poser quelques questions, j'en ai remercié d'avance pour pouvoir effectivement m'appuyer sur lui et pas être... Et donc je te remercie pour cette question parce qu'en effet, est tellement en lien... Bon, on verra comment ça peut rentrer en écho, mais on parle de la mort sans en avoir fait l'expérience. Et en même temps, j'ai toujours été frappée de voir à quel point les enfants parlent de la mort. Et on se dit, mais il est très précoce, il a 3 ans, il parle déjà de la mort. Et moi, j'ai pu penser à autre chose, c'est que justement, vivre, c'était apprendre à mourir. Et vivre, c'était risquer de mourir. C'est cette expérience que l'on fait à la naissance. Et que si ensuite on apprend à oublier la mort, elle est quand même là. Je ne sais pas si c'est en arrière-plan. Et qu'on apprend à aimer la vie, et dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, pour se préparer, alors presque à bien mourir. Mais bien mourir, c'est pas du tout avec un aspect moral, il y a les bonnes morts et les mauvaises morts. Je pense que je dirais presque toute mort pourrait être aussi entendue comme un acte artistique. Enfin, quand j'ai dit ça, c'est vraiment au sens profond du terme. Et là, on peut penser que la mort j'ai tout mal à dire la mort d'une personne. C'est vraiment que le mot même me difficile. Il y a quand même la mort, c'est comme si le mot devait encore plus acter le fait. Mais la mort d'Anne Dufourmentel, je me dis là, il y a effectivement, quand je parle d'acte artistique, je pense que ça a été trop tôt pour plein de personnes, bien entendu, trop tôt, et en même temps, c'est accepter que ça ne pouvait être que celle-ci, et la voir aussi peut-être dans toute sa beauté. Donc c'est peut-être en ce sens, je ne sais pas si je réponds à ta question, si tu peux... Peut-être t'aider encore, la perte d'une mère, écriture page 115, c'est l'expérience de la fin de l'éternité. Ah, oui. Ça c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort, parce que peut-être pour rentrer dans la vie, il faut consciemment oublier la mort, mais c'est au niveau conscient. Et il y a, je pense, c'est pas une croyance ni intellectuelle, ni c'est quelque part, effectivement, c'est que pour pouvoir entrer dans la vie, oublier la mort, il faut croire à l'éternité. Et on voit parfois d'ailleurs la cruauté, la tendre cruauté des enfants dans leur façon de brutaliser leurs parents. Et pourquoi ils les brutalisent? C'est parce que pour eux, leurs parents sont immortels. Enfin, bien sûr, c'est un présupposé que je dis, mais plutôt que d'y voir effectivement un acte, voilà, c'est penser vraiment à l'immortalité. Et soudain, quand on devient les derniers, là, on reprend conscience que l'on n'est pas immortel. Et pourtant, je pense que vivre, ça ne peut se faire que si on croit aussi à l'immortalité. Hein? Je crois qu'il y a aussi quelque chose, peut-être, pardon, je vous interromps, mais dans la mort d'Anne Dufourmentel, dans ce que décrit Jean-Philippe en tant que lectrice, hein, j'ai senti ça, il y a aussi quelque chose. Il y a des morts qui... Mourir au soleil, en plein été, un mois de juillet, est un acte scandaleux presque. Un accident, il y a des actes, c'est ça aussi parfois. Vous disiez tout à l'heure que ça touchait les gens qui ne connaissaient pas. Il y a des morts qui touchent parce qu'il y a... ça touche, c'est tout à fait avec beaucoup de respect que je dis ça, à un fait divers inacceptable. C'est quelque chose qui prend tout ça. Je ne sais pas, mais la mort est une chose... tu parlais de deuil tout à l'heure, faire son deuil, c'est accepter toute sa vie, etc. Je ne sais pas si c'est justement ça, mais je crois que la fragilité dans tout ça, parce que je reviens à ton livre qui est la fragilité, c'est de construire autour de ce deuil quelque chose. Je laisse la parole, c'était une parenthèse. J'aurais voulu demander à Jean-Philippe, dans la mesure où vous considérez qu'il n'y a rien avant notre existence et rien après. Quand Virginie parle d'immortalité, comment vous réagissez à ça? Est-ce que l'éternité peut exister, la perte de l'éternité pour la perte de la mère? Dans votre esprit,
Oui, d'ailleurs, vous faites référence à un moment où j'en parle. Il y a deux moments où j'en parle dans le livre. Je ne crois pas à l'éternité est une hypothèse mathématique. Donc, tout ce qui relève de la croyance, moi, je pense que c'est une faiblesse de l'esprit et de l'immortalité. C'est une croyance, selon moi, une consolation, comme d'autres consolations que les hommes ont élaborées. Autre chose est l'immortalité dont vous parlez. Lorsque je disais que je savais, connaissant Anne, dans son aura, personnelle, mais donc universelle, et connaissant aussi la façon dont cette aura a diffusé dans son œuvre et dans les enregistrements que l'on a d'elle, de sa voix à la télévision ou à la radio, je savais que ça se diffuserait. C'est pas une consolation, mais par contre c'est un sol ferme, ça. C'est le seul sol ferme dont nous disposions, étant entendu que nous marchons sur le vide, sur le rien. Et c'est ça qui est vertigineux, et c'est ça qui est d'ailleurs très plaisant. Formidable, qui fait l'initiative humaine, qui fait l'invention humaine, qui fait la 9e symphonie, qui fait les révoltes les plus belles sur le plan politique, qui fait les grands romans, qui fait l'amour. L'homme n'aurait pas inventé l'amour s'il n'avait pas conscience de la mort. Qui fait la vitesse. Voilà. Et donc, tout ça, Anne fait partie de cela, si vous voulez. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé d'elle dans une forme d'immortalité. Mais c'est une affaire humaine, l'immortalité. Il n'y a que les humains qui ont eu besoin de ça. Et donc, c'est entre les humains que ça se joue. Et de fait, Anne a l'écho très exact de son être. Et la seule chose à laquelle j'ai essayé de tendre, c'est d'être le plus exact possible par rapport à elle, le plus exact possible. Ce n'est que ma vision d'Anne, évidemment, mais je sais que ceux qui la connaissent, celles et ceux qui la connaissent, m'ont dit que c'était ça. Ça n'est pas que ça, Anne. Bien sûr, ça déborde tous les regards que chacun peut porter sur elle, mais en même temps, c'est au moins exact. Donc, c'est comme une partition musicale, une valence, si vous voulez, qui a circulé, et ça, c'est, à mon avis, l'immortalité. Et c'est le processus civilisationnel, après tout. Il y a quelque chose... Oh, pardon. J'ai peut-être quand je parle d'éternité, je ne parle pas d'immortalité à ce sens-là par rapport... Je me dis, c'est ce qui fait justement, c'est prise de risque qui fait que... Voilà, et je pense, là j'ai un moment, est-ce que c'est moi, mais j'ai un moment un peu ému en pensant à votre fils. Voilà, dit qu'il, lui, justement, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Il fait qu'il s'est heurté à un moment donné, tout à fait... heurté à la mort, il s'est heurté au vide, heurté au rien. Et là, je me dis, il y a quelque chose, il y a une expérience dont, je ne sais pas s'il témoignera un jour, c'est qu'est-ce qui fait que là, il s'est retrouvé face au rien qui est la mort, et peut-être justement interrompu dans cette espèce, ce qu'on appelle l'éternité. C'est aussi peut-être l'insouciance absolue qui aussi nous fait aussi oublier que nous sommes fragiles, peut-être, pour dire. Alors là, on rejoint votre propos en profondeur. Moi, j'aime bien, je préfère parler des livres des autres que des miens. Ce qu'il y a d'important dans votre livre, c'est que vous insistez sur le fait qu'au fond, il n'y a probablement rien de plus nourrissant pour l'être et de plus qui nous ouvre le plus que précisément ce qui nous échappe en nous et qui fait notre fragilité. Et vous avez d'ailleurs approfondi la question du rapport différent et hérité, du rapport hérité différent pour les hommes et pour les femmes à l'égard de la fragilité, que les hommes ont bien tort, mais en même temps ils s'en sont servis de ne pas assumer leur fragilité, et en même temps ils s'en sont servis pour opérer une mainmise sur les femmes. Et à cet égard, d'ailleurs, vous avez cité des séquences, à un moment où vous parlez de cinéma, etc. Il y a une séquence qui est très frappante de la part justement d'une représentation masculine particulièrement viriliste, on va dire,
dire, l'acteur Marlon Brando, qui, dans Le Dernier Tango à Paris, bon, dont une grande partie quand même du film est improvisée, et lorsqu'il revient à l'aube vers le cadavre de son épouse dans le lit de mort, et qu'il commence par l'insulter, et puis finalement il finit par pleurer et lui avouer son amour, là c'est largement improvisé. Brando y met du sien, hein, et là c'était une formidable carcasse, très bel homme, etc., qui s'effondre. C'est enfin, il consent à la fragilité, et là il est immense, prodigieux. Ouais. Est-ce que je peux vous faire parler sur On vient aux enterrements, écrivez-vous, page 83, pour soi, autant pour soi que pour le ou la morte. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée? On vient aux enterrements, autant pour soi que pour le mort. Oui, c'est quelque chose qui m'agace. Je tiens un propos provocateur. D'ailleurs, vous êtes gentil parce que je suis un peu plus... Mordant. Oui, un peu plus mordant. Ça m'a toujours, agacé, et ça rejoint le propos sur la mort, c'est pour ça que vous le relevez, fondamental. Au fond, que les gens fassent une tête d'enterrement aux enterrements. Parce que ça veut dire qu'ils sont en train de découvrir... Mais enfin, ça prouve bien que l'humain passe son temps à vivre dans le plus grand des refoulements, qui est le refoulement de la conscience de la mort. Et ils ont bien tort. Et j'en parlais beaucoup avec Anne. Ils ont bien tort, puisque c'est précisément ça qui fait que nous ne sommes pas comme les chats, les castors, les plantes, etc., que nous sommes si industrieux dans tous les sens du terme, et que nous sommes aussi ouverts, créatifs, que nous sommes aussi barbares, malheureusement. Pour oublier la chose. Bien. Par conséquent, je trouve que cette prise de conscience que l'être n'est plus là, il ne le manifeste jamais tant que quand il n'est plus là. Et moi, je pense très 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 souvent, à la mort, à la mienne, à celle des autres, et ça compte énormément dans le rapport qu'on a avec eux, qu'on doit avoir avec eux. Leur vie si précieuse, c'est là qu'il faut la manifester, c'est pendant la vie. Donc, pour moi, l'enterrement est une formalité. C'est une formalité dont on pourrait se passer. On devrait dire aux gens, mais non, pensez à la mort de l'autre dans la vie même. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus fructifiant, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vivant, justement. Car la mort, elle est vive. Je voudrais peut-être dire que dans Courbet, dans le modèle oublié que j'ai écrit, je rapporte des propos de Courbet qu'il a écrit quand il peignait son grand enterrement, un enterrement à Ornans, c'est-à-dire très exactement en 1850. Et il écrit à un ami, quand on vient pleurer sur un mort, en fait on pleure sur soi. Et je rappelle dans le Courbet qu'en réalité, lui, Courbet, ne lisait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pense ça à 30 ans. Il ne lit pas, mais en fait, il évoque quelque chose qui a été écrit parfaitement par La Rochefoucauld, sous prétexte de pleurer la perte d'une personne qui nous est chère, nous pleurons nous-mêmes. Et cependant, je retourne la situation en disant quand il perd son propre fils Émile en 1872, eh bien là, Courbet ne pleure pas soi-même, puisqu'il ne l'a pas reconnu, son gamin. Il pleure néanmoins amèrement pour ce fils qui, lui, est mort jeune, je pense. Autrement dit, l'intérêt de tout ça, peut-être, c'est de nous montrer que nous avons de grands penseurs qui, parfois, peuvent dire des maximes exactes, et cependant qu'on peut retourner. Autrement dit, l'intérêt, c'est de montrer que la vérité est changeante. Et par exemple, sur l'histoire, toi, Virginie, tu dis il y a un pouvoir formidable de guérison des larmes. Parce que devant la mort, vous le dites aussi, vous n'avez pas pu pleurer. Parce qu'il y avait votre fils, parce que c'était un phénomène extraordinaire. Et pourquoi ne peut-on pas pleurer? C'est justement quand on est férocement touché. Parle-nous du pouvoir de guérison, de libération des larmes. On croit que quelqu'un ne pleure pas à la mort de quelqu'un et qu'il est insensible, mais pas du tout. Voilà. Tu peux développer. Tu dis oser pleurer, c'est changer son rapport au monde. Et ça rejoint la fragilité que tu essayes de faire valoir, dont Jean-Philippe a bien parlé. Oui.
C'est délicat les larmes parce qu'effectivement quelqu'un qui ne pleure pas, je veux dire c'est pas pour autant qu'il n'a pas de chagrin. C'est surtout je veux pas que ce que je dise puisse être interprété comme une condamnation du non-chagrin de celui qui ne pleure pas. En contrepartie, c'est que j'ai pu l'éprouver entre autres dans ma pratique à quel point effectivement quand quelqu'un peut arriver à libérer les larmes, à les libérer parce que pour plein de raisons on est interdit de pleurer parce que ça fait couler le maquillage. Bon, je fais ça, je peux prendre le truc le plus léger, c'est vrai, c'est ça. C'est là pour les hommes. Parce qu'effectivement, c'est vrai quand même qu'on entend encore aujourd'hui les petits garçons ne pleurent pas pour être un homme et qu'en même temps beaucoup de filles aussi veulent marcher sur le terrain des hommes et aussi vont s'interdire de pleurer et c'est mal accepté aussi dans le monde social. Les pleurs dérangent. En général, d'ailleurs, quand on pleure, souvent les personnes sont mal à l'aise et vont nous rejeter. Donc, et là, je me dis donc, c'est un peu un constat que j'ai fait. Et à côté de ça, le constat des personnes allant tellement mieux après avoir pleuré, écoulé. Et là, je me dis, c'est en ce sens-là où c'est vraiment une observation que j'ai pu faire et en pensant qu'en plus, nous sommes des êtres avec une quantité d'eau, je ne sais pas combien, enfin le corps humain, c'est peut-être 95% d'eau. Alors, il n'y a pas d'eau, c'est un d'eau, vraiment, bien qu'on pourrait penser le contraire. Et je pense que les larmes, c'est aussi une façon de rentrer dans le cours de la vie, au-delà des mots, c'est l'expression de l'inarticulé, et c'est dans cela que c'est l'expression du chagrin. Et je me dis, je pense que c'est peut-être un don, mais un don que tout le monde a, mais dont tout le monde n'a peut-être pas fait l'expérience. Mais je dirais, je vais pas faire pleurer quelqu'un qui ne pleure pas, et je vais aussi comprendre quelqu'un qui ne pleure pas. Hein, je sais pas, voilà. C'est une façon de dire sans les mots. Et dans votre livre, excusez-moi, j'enchaîne sur dans votre livre, je reviens sur justement ce rapport différent de l'homme et de la femme par rapport aux larmes. En lisant votre livre, je me disais c'est curieux parce que les femmes sont, comment dire, on a l'impression qu'il y a une connaissance accrue, un contact approfondi lorsqu'une femme voit un homme qu'elle connaît pleurer. Je me souviens d'un exemple qui est public. Au Grand Prix de Monza, le champion du monde en titre a presque la victoire en main. Il accélère quand même, il s'agit du grand Suédois, j'insiste d'ailleurs, un grand Suédois très, très, très bien décuplé, là encore, apparence virile, champion du monde déjà, etc. C'est la deuxième année où il va l'être. Et il se loupe dans le virage après la ligne droite. Et là, devant 1,2 milliard de téléspectateurs, on le voit enlever son casque et pleurer. Et les télévisions interviewent sa femme quelques tours après. Et elle dit, je n'avais jamais vu pleurer comme cela, je l'avais jamais vu pleurer, et on sent, c'est un jeune couple, et on sent que elle est tétanisée d'amour aussi, quoi. Alors je donne cet exemple parce qu'il est public, et en plus c'est le champion, vous voyez, dans un univers de violence quand même et tout, et on sentait qu'elle était elle l'aimait encore plus, quoi. Et ça souligne quelque chose, c'est vrai que les larmes chez un homme m'émeuvent au-delà de ce qu'elle dit, parce que c'est comme s'il y avait une autorisation d'être, enfin, mais en même temps, on ne peut pas parler pour cela, c'est pas forcé à pleurer, mais je me dis, c'est peut-être cesser d'être un guerrière. Enfin, voilà, je crois qu'il y a quelqu'un. Voilà, mais non, mais j'en sens bien, je sais pour ça. Je veux dire, et c'est tellement difficile de parler. Je suis forcément plus émue par les larmes des hommes, parce qu'elles sont plus rares, et en même temps c'est aussi un mystère, parce que là aussi dans le moins de larmes, il me dit quelque chose auquel j'ai peut-être pas accès, auquel j'aurais peut-être jamais accès non plus. Hein. Ça c'est vraiment aussi important. J'irais pas forcer un petit garçon à pleurer. Oui, vous rejoignez tout à fait. Qui sait pour un autre, c'est-à-dire qu'est-ce que l'autre peut ressentir et ressentir. J'aimerais vous interroger sur cette notion, page 108, la peur de mourir. Dites-vous, on revient à peine en arrière, mais c'est important par rapport au travail du deuil que vous contestez. La peur de mourir est le moteur de nos désirs. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer, parce que ça paraît peut-être pas évident à tout le monde, la peur de mourir
est le moteur de nos désirs. Oui, et vous faites bien de poser la question, car je ne voudrais pas que l'on pense que ça veut dire bon, ben, puisqu'on va mourir, dépêchons-nous de jouir. Pas du tout. À partir de là, toutes les ouvertures sont possibles. Oui. Et on peut choisir du coup de vivre sa vie dans un couvent en prière, ou alors de partir dans 1000 pays, ou alors de partir pour des combats politiques, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que la peur de mourir est le moment d'éveil de la conscience spécifiquement humaine. Et à partir de là, et c'est quelque chose qui intervient, ça j'en parlais beaucoup avec Anne, hein, je voulais approfondir ça avec elle, dans un livre d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à partir de là, toute notre perception des choses s'organise. Et vous avez tout à fait raison de dire que les enfants, immanquablement, sont métaphysiciens. Les enfants, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, parlent beaucoup de la mort, ils n'en parlent d'ailleurs pas nécessairement négativement. Ils n'en parlent pas du tout négativement. Et donc, si vous voulez, c'est l'éveil de la conscience humaine. C'est-à-dire qu'il y a en nous un moment qui serait au moins aussi intéressant pour la psychanalyse de remonter que les moments fondateurs de notre constitution libidinale et de notre roman familial. C'est l'histoire de notre rapport à cette prise de conscience, qui est une déflagration. C'est tout d'un coup un vertige. Ah bon, je commence l'histoire et il y a une fin. D'ailleurs, ma théorie, c'est que le roman aussi naît de là. Hein. Bon, en tout cas, à partir de là, nous avons une prise de conscience qui est un moment futur, devant donc, et dedans, dans la tête, car nous ne sommes pas en train de mourir. Nous avons 3 ans, nous sommes en plein jeu, tout d'un coup, nous comprenons que nous mourrons un jour. Donc c'est apparemment une abstraction, mais il n'y a rien de plus concret. Hein, encore une fois, c'est une explosion multinucléaire dans notre conscience. Et c'est à partir de là que vont naître nos perceptions, notre qualité d'attention, notre sensibilité, notre rapport à l'amour, notre rapport au désir. Car à partir de là, qu'est-ce que l'on fait de cela ? Et il y a un pivot. À mon avis, les deux fonctionnent comme ça. Le désir naît de cela. Comment vous comprenez Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Non, parce que... Et Montaigne dit la mort, planter mes choux, que ça arrive comme ça. Vous connaissez, il y a cette histoire géniale. Il monte un cheval, il marche, enfin il roule. Non, il roule pas, pardon, pas besoin. Il court à cheval. Et à un moment, comme ça, il y a un de ses valets qui débourre avec un gros bourrin, un percheron ou un franc-comtois, pof, et qui le fiche par terre. Et Montaigne tombe dans le coma. Il raconte même, c'est exagéré bien sûr, qu'il a rendu un bouillon, un seau de sang. Et il se réveille 3 heures plus tard chez lui, on l'a ramené chez lui, donc il tombe dans le coma. Et il explique dans cette page que je trouve moi adorable et qui me convient, ben oui, mourir après tout c'est rien. Je veux dire, mourir, si c'est mourir en bonne santé, vous ne le dites pas, mais vous dites, que vous relevez la pensée de Mitterrand, le mort seul ne sait pas qu'il est mort. Puis vous savez, on dit aussi mourir en bonne santé. Ben moi je veux bien mourir en bonne santé à n'importe quel âge. Et par conséquent donc, vous dites aussi, on peut continuer, vous dites que l'amour libère de l'angoisse existentielle. Ça je le crois parfaitement. Vous voulez peut-être expliquer un peu plus ? L'amour, selon vous, c'est, je ne sais plus la page, mais je vais la retrouver. Voilà, l'amour a tout l'air de libérer de l'angoisse existentielle, page 79, Jean-Philippe. Oui, parce que justement, c'est exactement comme cette illumination de la conscience de la mort. Nous nous mettons à prêter une immense attention à un être qui, comme nous, est mortel. Cet être, c'est celui-ci, c'est celui-ci, celle-ci, et pas une autre. Et quand il y a amour, il y a vraiment que cette attention est continue, au point qu'on veut vivre avec cette personne le plus possible. C'est d'ailleurs une forme d'immortalité dans le temps. Or, cet être est exactement dans la même situation que nous par rapport à sa finitude. Et lui aussi a sa limite. Ce qui est fascinant, c'est que dans ce vertige, qui n'est pas nécessairement négatif, hein, le vertige de la conscience de la mort. Vous avez raison de rappeler l'anecdote de Montaigne et de dire ce que vous dites par rapport à ça. Mais dans ce vertige-là, nous sommes deux avec le même vertige. Et car l'amour met en contact ces deux vertiges.
par l'attention, par l'intelligence qu'on essaye d'avoir de l'autre, par l'ouverture qu'on essaye constamment de susciter autour de cette personne. Et même quand on finit par repérer bien des choses que l'on connaît en elle, on les aime. Et c'est cet être-là, dans l'infini du monde. Et là, il y a une réjouissance, une quiétude jubilatoire aussi, qui est énigmatique. Mais je pense que l'amour est quand même une des grandes énigmes. En ce sens, même le Christ est un excellent thérapeute, hein, on peut le prendre comme ça. C'est-à-dire que quand il a édicté cette idée que, au fond, vous êtes mon semblable, donc vous souffrez comme moi et vous pouvez rire comme moi, à partir de là, le péché, c'est le mépris de l'autre. Donc, si vous voulez, il a élargi cette conception de l'amour, de cette mortalité qui est efficiente, qui est active. Tu vois les choses pareilles? C'est-à-dire l'amour, donc annihilerait l'angoisse de mourir à travers un être précis. D'une certaine façon, quand je pense que la vie c'est l'amour, une façon de dire effectivement vivre c'est je sais pas ce qu'il me peut dire effectivement là je pense que transmettre la vie c'est transmettre l'amour. Je peut-être tout en pouvant les dissocier intellectuellement, je me dis à un moment donné les deux sont et là où peut-être je diffère c'est à propos de la peur de la mort. Dans quelle mesure le désir s'inscrit dans la peur de mourir? Je ne sais pas. Je dis oui, il y a ce combat effectivement entre le désir et la peur. Effectivement, c'est quelque chose que je peux concevoir en tant qu'expérience personnelle, que je peux concevoir aussi avec les personnes que je peux accompagner. Mais j'ai l'impression que le désir préside. Pour moi, le désir, c'est la vie. C'est vraiment c'est ce qui préside à la mort, et qu'effectivement la mort viendra le combattre et éventuellement c'est se convaincre de la nécessité de vivre si on surmonte la peur de mourir. Mais j'aime aussi pouvoir penser la vie. C'est une question que je me pose régulièrement, moi. Est-ce que j'ai peur de mourir? Et le nombre de fois, je me suis dit que non. Le nombre de fois, je me suis dit, mais je prends l'avion, je vais peut-être mourir. Voilà, je ne sais pas, on me dit ça. J'ai vraiment fait cette expérience très tôt, enfant. Alors peut-être, on pourrait dire, c'est peut-être justement parce que j'en avais peur, et il a fallu combattre la peur. Mais en même temps, on parlait beaucoup de mort autour de moi. Donc, je me suis posé la question de la mort et regarder Donc déjà, il y a ce côté peut-être un peu étrange, c'est que la mort, autant dans les guerres, je la trouve vraiment redoutable. Autrement, je sais que je continue un peu à vivre avec les personnes que j'ai aimées qui sont mortes. Donc, effectivement, il y a je crois que je les aimais avant. Ils me manquent égoïstement. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pleure plus sur moi-même que peut-être que sur elles. C'est pour ça, d'ailleurs, aussi que des enfants sont en colère contre les gens qui meurent. Ils n'ont pas de chagrin, mais ils les engueulent. Enfin, en disant, tu n'as pas été manquante de respect. Mais peut-être que c'est mon grain de folie. Je me dis, j'ai peut-être pas conscience qu'il y a vraiment une mort, où c'est là où je me dis, non, la mort fait partie de la vie, elle viendra, elle vient. Ce qui me, pour revenir un tout petit peu à cette mort, à la mort d'Anne du Fourmentel, est-ce que il y a quelque chose qui s'est passé quand même? C'est un acte soudain, et moi je reviens à cette scène où elle partait, où on était exclu, à cette exclusion. Donc je reviens à ça encore parce que ça m'intéresse, ce point. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est-à-dire ce point où on est nulle part, le temps s'arrête, tout s'arrête. C'est qu'il y a une violence quand même, parce que là on est dans une violence, comme tu disais dans la guerre, c'est une mort violente. C'est-à-dire qu'on est en face d'une mort brutalement, et pas n'importe quelle mort. C'est la mort quand même de quelqu'un qui touchait Jean-Philippe, mais au-delà de sa famille, bien sûr, Anne, mais au-delà de ça, c'est cette brutalité de passer de la vie à la mort. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est de voir celui qui reste. Voilà. Cet instant perdu, qui n'est pas le temps, c'est le temps de rien. C'est-à-dire qu'on est aspiré aussi. On est presque mort. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que dit Jean-Philippe, mais j'ai l'impression que c'est comme si finalement c'était la mort qui excluait les vivants à un moment donné. Je l'ai ressenti comme ça. Et ça, c'est vrai que quand on se trouve face à la mort, mais c'est face à l'impossible, c'est face à l'impensable. Enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'impensable. Et donc, en nous privant de sa présence, l'autre, c'est comme s'il nous interdisait
interdisait de quoi? Enfin, il y avait de vivre à l'instant. Voilà, j'allais dire de vivre, et de quoi? C'est de l'interdit. Hein, oui. c'est justement ça, entre les deux, il n'y a plus rien, on ne peut plus. Et celle-là, c'est ça, je peux oui. répondre à ça, c'est effectivement à quel point la mort nous sidère aussi. Enfin, oui, c'est la sidération, justement, oui. Ça m'intéresse. Mais c'est là où je comprends qu'il puisse y avoir vraiment qu'un livre, parce que c'est de l'impensé, mais je pense que c'est peut-être un temps où on est comme interdit de vivre, et on ne peut pas faire semblant de vivre, et on ne peut pas faire semblant non plus de mourir, enfin d'être mort. Et que là, c'est ce temps de... Enfin, je sais... c'est peut-être ça essentiellement que je peux dire. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment compris ta question. J'aime beaucoup l'histoire de la sidération et l'interdiction de vivre ou de mourir. Moi, c'est ce que j'ai senti. Voilà, c'est ces scènes, enfin, quand je reviens au livre, mais ça peut ne pas être dans le livre, mais c'est la scène de l'instant qui est vraiment sidérée. On est atteint. Mais je crois que quand on aime quelqu'un, et que ce quelqu'un est appelé à mourir, qu'il a un cancer, celui qu'il aime vraiment, il est le premier surpris. Tout le monde attend la mort. Tous ceux qui sont moyennement intéressés attendent la mort, et celui qui aime vraiment ne comprend pas que le cancer, il termine un beau jour, tu vois. Je crois qu'il y a une sidération dès lors qu'on aime vraiment quelqu'un, quoi. Peut-être. Moi, j'aimerais que vous expliquiez une phrase, pour moi, au moins. Page 23, vous écrivez « La vision d'Anne entrant dans la mort a été indépendante de ma personne ». Vous vous souvenez, au début du livre, la vision d'Anne entrant dans la mort a été indépendante de ma personne. Est-ce que vous pouvez éventuellement éclairer ça, ne serait-ce que pour moi? C'est-à-dire que, à travers cette expérience, vous voyez, on voit bien ce que c'est que la mort dans la vie, comme vous le disiez. C'est-à-dire que ça volatilise l'individu. D'accord, d'accord. Oui, et une personne m'a dit, enfin beaucoup de gens m'apprennent des choses par la lecture de mes livres, et je la cite d'ailleurs, Marie Cellier, qui fut la directrice de la Société des gens de lettres, et avec combien de finesse, m'a dit cette chose qui m'a beaucoup appris. Elle me dit c'est la première fois que dans la littérature on lit un JE, première personne, je suis obligé de dire je, puisque j'arrive et je vis tout ça, qui n'est pas un individu. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on le vit. Je crois répondre à votre question. Oui, on n'est plus soi. Alors effectivement, je mets un pied devant l'autre. Encore une fois, je suis là, je ne suis pas là, etc. Mais on n'en a même pas conscience qu'on n'est même plus personne, quoi. Et ça, c'est le pouvoir formidablement révélateur. Bon, alors de la douleur. Il y a une souffrance, il y a une stupeur, une sidération, et puis tragédie. D'accord. Mais indépendamment de cela, vous avez parlé de l'impensé. Mais nous pensons parce qu'il y a cette impensée. C'est pour ça que quand je parle de la mort, en effet, qui peut arriver de façon heureuse, tranquille, quiète, etc., il n'en demeure pas moins que c'est cette trouée-là. C'est, si vous voulez, pour reprendre une comparaison avec le système optique, le système oculaire, c'est le point aveugle que l'on localise au fond de la cornée, le point aveugle sans lequel la vision n'est pas possible. Le système oculaire ne fonctionne pas. Eh bien, cette impensée-là, c'est ce qui fait que l'être humain est cet animal sans cesse en mouvement, en dynamique. Et donc là, par rapport à ce que vous me demandiez, effectivement, il y a une force beaucoup plus grande que soi, beaucoup plus grande que soi, mais qui forge quand même notre façon de nous situer par rapport à ça. Notre roman familial par rapport à la conscience de la mort nous constitue, à mon avis, autant que le rapport, que le complexe d'Oedipe, etc. Oui, voilà. Oui, là, je m'adresse à... Non, c'est pas du tout en tant que spécialiste. Parce que, non, vraiment, dans le sens au contraire, c'est parce que je l'ai pensé que je suis devenue psychanalyste aussi, de presque d'une certaine façon, pour dire non, tout n'est pas dans... Bon, enfin, c'était juste... Tu voulais Non, si. Mais pour bientôt arrêter peut-être, c'est une dernière idée quand même. Comment vivre? Comment dépasser? Donc ça vous parlait à un moment, quelque chose qui m'intéresse, moi, le sacré, qui ne dit pas son nom, puisque vous n'y croyez pas forcément, et qui n'en aura pas. Et pourtant, vous employez ce mot de sacré. Est-ce qu'on pourrait le définir?
pas le définir de manière arrêtée. Je ne crois pas à un sacré... Enfin, nous vivons dans des sociétés amythologiques, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que pendant ce temps-là, les forces qui ont constitué les mythes n'existent pas. On les retrouve d'autres façons, etc. Mais en tout cas, dans le cercle de notre vie propre, individuelle, il y a une sacralisation qui se constitue. Par exemple, on parlait de l'amour, la rencontre amoureuse, ensuite les deux amants s'en souviennent. Ça constitue un territoire, un moment et une mémorisation qui est véritablement de l'ordre du sacré. Et en ce qui concerne ce qui s'est passé pour Anne, on voit bien que finalement, les êtres s'organisent autour de cet être qu'est Anne, et ils s'organisent très, très exactement. Très exactement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à la cérémonie ensuite, quand les gens viennent du monde entier la voir, et toutes les réactions qu'il y a eu, sont complètement commandées par l'être d'Anne. Ça, c'est quand même... vous voyez, ça s'impose, et j'appelle le sacré ce qui s'impose comme ça, mais qui constitue des figures. Comme sur un territoire, comme des rituels. Virginie, si tu avais une question à poser à Jean-Philippe sur le livre, qu'est-ce que tu poserais, toi qui l'as lu? Déjà, juste par rapport au sacré, je me dis, pour moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les choses que l'on ne doit pas toucher et qui peut-être justement, ça renvoie à la fragilité. Non pas, là, j'ai vraiment envie de faire la différence entre... C'est une amie que j'aime beaucoup qui m'a demandé pourquoi la fragilité et pas la vulnérabilité. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la vulnérabilité, c'est penser la fragilité non pas pour ne pas blesser, mais parce qu'elle existe, parce que c'est la vie et c'est peut-être là quelque chose justement peut-être du sacré, là où on n'y peut rien, sinon être dans le respect, tandis que la vulnérabilité dont je parle aussi dans le livre, c'est plutôt faire attention à ne pas blesser parce que quelqu'un est vulnérable, voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de le souligner. Sinon, si je devais trouver une question, c'est... Est-ce que la scène même, sur le sable, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, là où elle m'a touchée, c'est effectivement, quand j'ai dit ce mot qui est peut-être aussi un peu trop la mode de sidération, c'est ça, à un moment donné, c'est dit, et puis et c'est là où on sent, on la voit, on ne peut pas y croire, et en même temps, elle revient toujours, parce que c'est comme si on aimerait qu'elle n'ait pas existé, on aimerait que quelque chose, c'est un peu l'impression que je dis, que je pense, enfin, vous avoir lu. Moi, quand tu disais, ben oui, c'est la scène à laquelle, effectivement, on revient. Moi, surtout, ce que j'ai peu de penser, c'est peut-être la question, ce livre, L'ami, la mort, le fils, avec ce titre effectivement magnifique, et le fils est là qui guide aussi, et avec ce moment où il faut continuer à vivre, continuer à marcher, à se lever, et puis le fait qu'il ait voulu aller, je crois, heureusement à l'enterrement, parce que là, c'est une façon, le symbole, en fin de compte, pas pour nous les humains, effectivement, de ça. Voilà, donc c'est peut-être une question qui n'en est pas vraiment une, mais le fils maintenant, aujourd'hui, pour vous, en tant que père, parce que c'est et peut-être en tant que garçon aussi. Moi, je ne veux pas parler à sa place. D'ailleurs, on n'en parle pas. On a parlé. Je raconte comment je fais attention, je laisse venir, etc. Par rapport à la parole. Le dialogue était suffisamment profond entre lui et moi depuis toujours pour que, à cet égard, il parle quand il voulait. Il a raconté peu à peu, etc. Et tout. Maintenant, c'est son histoire. C'est son histoire. Nous avons tous un rapport à la mort. Lui, il a eu un rapport là extrêmement... il a vraiment vu la mort venir à une minute près. Quand j'ai dit en tant que fils, ce serait vous-même en tant que fils, ça parlait à sa place. Voilà, je me suis posé la question et récemment, des amis d'Anne m'ont posé cette question et elles ont répondu à ma place. Et j'ai dit que je me posais cette question, que je n'avais pas la réponse. Et elles m'ont dit que j'avais bien fait de le faire par rapport à lui, que bien sûr c'était ma vision des choses, je tiens bien à dire que ce n'est que ma vision des choses, et il y a beaucoup d'autres choses à dire sur Anne du Fourmentel, mais ce que je dis n'est pas faux, en tout cas, ça c'est sûr. Et deuxièmement, il saura que son père a voulu affronter la chose.
et que c'est... oui, c'est quand même un hommage à Anne. Même si j'ai voulu ne pas en rajouter. Vous voyez, j'ai voulu montrer une femme telle qu'elle était, c'est-à-dire une femme moderne, avec ses complexités, etc., ses audaces et tout. Ce qui est sûr, c'est que cette mort est d'une exactitude totale par rapport à son être. C'est-à-dire qu'elle n'a pas hésité, elle a pris un risque énorme, la preuve, etc. Et ça, c'est elle. Ça, c'est elle. Tous les amis d'Anne peuvent le dire, quoi, hein. Je n'en rajoute pas, là, si vous voulez. Ça aussi, par rapport à la tragédie, il y a une sacralité aussi, même la disposition des lieux. Tout d'un coup, quelque chose s'organise en dépit de nous, mais parce que c'est beaucoup plus fort que nous, quoi, hein. Moi, je voudrais simplement dire quand même que être fragile n'est pas une maladie, c'est quand même, comment dire, c'est le mot récurrent, enfin c'est l'avis récurrent de ton livre. On n'a peut-être pas mis assez en valeur cela, l'acceptation de la fragilité. Tu dis d'ailleurs que la fragilité, c'est le symbole même de l'humanité, c'est ce qui caractérise l'humanité. Est-ce bien certain ? Ben, disons que c'est une façon de nous appeler nous humains, pour dire que ça nous caractérise là où, enfin, quand il y a toute une éducation, même à travers la mythologie, où l'humain est toujours présenté plutôt comme un surhomme que comme un homme, enfin comme une race supérieure. Enfin, oui. Moi, en tant que fille, j'entendais effectivement que les blancs étaient supérieurs aux noirs, que les hommes étaient supérieurs à la femme, il y a toujours ce côté de supériorité qui fait dire, ben oui, et ça m'est arrivé aussi en tant qu'enseignante, j'aime pas ce mot-là, mais effectivement, d'être des gens, de dire, mais si, au contraire, nous sommes des gens très forts, l'homme est le plus fort de tout le monde, et c'est quelque chose, pour moi, je dis, c'est évident que non, et qu'il y a cette fragilité de la naissance qui est très, très vite négligée, et qui, pour moi, effectivement, nous constitue, et que si on tient beaucoup plus compte, effectivement, de cette difficulté à surmonter pendant des années la fragilité, le dénuement qu'on a à la naissance, on tient peut-être tenir plus compte justement du sacré de la vie et pas effectivement simplement celle des humains. Mais vous déplorez tous les deux que l'être humain cause de la douleur à autrui. Oui. Vous le déplorez vertement tous les deux. La solution, comment réduire l'éducation, mais les gens qui ont bac plus 10 font des horreurs. Ouais. On n'y peut rien. Enfin, plan sexuel, c'est pas tous. On croit tous que ce sont des imbéciles, mais pas du tout. Donc, comment faire que l'être humain retienne, accepte sa fragilité pour les hommes, peut-être aussi pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont assez terribles. Bien sûr, mais qu'on invite les hommes à plutôt être forts, mais ou à dépasser leur fragilité. Mais c'est aussi que je pense que c'est pas simplement des injonctions de l'extérieur, c'est soi-même aussi. Voilà, l'attention à autrui se conquiert comment ? Parce que finalement c'est ça. Ne pas blesser l'autre, c'est faire attention à lui. Comment faire passer ça dans une société ? Mais précisément, c'est pour ça que je dis que plus on pense à la mort, mieux c'est, parce que votre vulnérabilité, votre fragilité, votre capacité aussi d'être heureux, votre force, je les partage par cette identité-là existentielle, de conscience existentielle. Donc, loin d'être mortifère, morbide ou assombrissante, la conscience de la mort et le fait d'en parler est au contraire une ouverture, je l'ai employé le mot souvent, une ouverture, c'est l'éveil de l'attention, c'est l'éveil au fond, c'est l'éveil. Moi j'ai envie de penser aussi pour ça l'accident, contraire à quel point l'accident peut, parce que la conscience de la mort, je l'entends, la conscience de la mort, mais c'est aussi la conscience d'une expérience que l'on n'a pas fait, voilà, et à quel point à un moment donné, un accident, et ça j'aime bien... Nicolas de Staël qui en parle dans son travail, à quel point l'accident peut être révélateur peut permettre de penser la fragilité. J'ai envie de dire. Non, je suis absolument désolée d'être arrivée en retard, c'est tout à fait involontaire. Mais quand je suis arrivée, vous parliez de la fragilité liée à la question des larmes. Je trouvais ça extrêmement intéressant. On se souvient d'un film américain qui n'est pas si ancien que ça, Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Or, souvenez-vous d'Homère, de l'Iliade. Les héros versent des
torrents de larmes. Achille, c'est les torrents de larmes. Et ça n'entre pas en contradiction avec leur virilité, leur héroïsme, etc. Et on verrait la même chose aussi au Moyen-Âge, dans la chanson de Roland, où s'il pleure. Bon, et donc, ça fait ça. Donc, je me disais que là, il y avait quelque chose à travailler dans l'évolution de notre civilisation, comment s'est forgé cette espèce d'interdit. D'ailleurs, il s'est forgé à des époques qui devenaient de moins en moins héroïques. Ça serait tout à fait à questionner. Parce que moins l'époque était héroïque, plus l'idée que les larmes étaient un signe de fragilité, ne devait pas être versée, s'est manifestée. Donc ça, je crois qu'il y aurait une chose à étudier. Et ça confirme. À étudier autour de ça. Donc en vous écoutant, encore une fois, je suis désolée d'être arrivée. Tu l'as bien entendu, finalement. Mais je vous ai quand même... En n'étant pas là. Et... petite parenthèse, évidemment, l'idée aussi, dans ces sociétés-là, qu'il pouvait y avoir une délégation de la larme. La délégation de la larme, ce sont les pleureuses. On délègue le lacrymal, on délègue le lacrymal et il y a une fonction spécifique. Mais il y avait des lacrymères aussi dans les voilà, des lacrymères, et d'ailleurs dans les sociétés, quand on fait des fouilles à Rome, on retrouve les petits vases irisés, en verre irisé, qui étaient des lacrymères. Bon, vous voyez, donc il y a autour de ça, moi ce qui m'intéresse, bon, les pleureuses on laisse tomber, mais si vous voulez, comment une certaine époque de Homère aux épopées médiévales, etc., il n'y a absolument aucune contradiction, et au moment les moins héroïques, et d'ailleurs les plus bourgeoises, alors à ce moment-là, il faut afficher une virilité qui va jusqu'à la société américaine, Boys Don't Cry. J'ai envie de dire, les pleureuses, pourquoi les mettre de côté ? Je sais pourquoi les mettre de côté, parce que elles interrogent, et que à ce moment-là, je me dis, est-ce que justement le rôle, c'est pas de remettre dans le flot de la vie. C'est la procession d'ailleurs. Voilà. La procession a commencé avec les pleureuses. Et qu'elle pleure pour elle pleure pour les autres, elle pleure peut-être pour c'est comme le cœur antique, elle porte sur elle toutes les larmes. C'est pour ça que je parlais d'une délégation. Voilà. Mais je trouvais ça, effectivement, c'est pour ce titre-là, je trouvais ça vraiment aussi intéressant de les souligner, de les mettre à côté des... Oui, excusez-moi, comme je suis en retard, vous avez dû en parler. Non, pas du tout. Non, c'est très intéressant, puis je vais partager. Mais là, juste pour dire à ça, j'ai envie de dire, ça me pose la question de l'héroïsme. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'héroïsme ? Je veux dire, si le héros, c'est d'aller se faire tuer à la guerre, je ne sais pas si c'est de l'héroïsme, mais c'est vrai que c'est une notion que j'ai envie de remettre en question. Mais justement, c'est un héros dans une certaine vision. Et est-ce que justement, il n'y a pas une telle agressivité là-dedans aussi parce que je pense que dans les larmes, il y a beaucoup aussi d'agressivité pour moi, les larmes, c'est un peu comme la pierre, sans penser porte nom, une façon de dissolution aussi. À un moment donné, ce qui ne peut pas être exprimé autrement, à un moment donné, oui, ça va se dissoudre. Et que peut-être que l'héroïsme demande de tels efforts, fait que effectivement, ça ne peut se dénouer que par des larmes pour tenter de continuer à vivre quand on a été appelé à être un héros. Juste avant de terminer, je vais vous passer la parole au public. Je voudrais remercier particulièrement, tu as quelque chose à dire encore peut-être, Pierre, d'avoir fait le modérateur, parce que vraiment, je trouve qu'il a lu page par page, ligne par ligne. C'est très rare d'avoir... Vraiment, merci. Jean-Philippe, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire avant qu'on s'adresse au public? Voilà, donc on va donner la parole au public. Je commence par Joël, après je te passe la parole, Gérard. Non, je voulais juste rebondir sur les larmes et l'héroïsme pour rappeler, j'ai en tête la scène inaugurale de l'Odyssée qui commence par les larmes d'Ulysse. Il est tout seul sur l'île, Calypso. Bon, c'est dans l'Iliade, l'Odyssée. Voilà. Et je suis plus sensible pour ma part au charme de l'Odyssée, même si j'adore les deux livres. Mais ce Ulysse qui pleure n'a rien d'un héros. Et pourtant, sa qualité d'homme est totalement intègre. C'est-à-dire qu'il n'est plus soldat depuis longtemps, il n'est même pas un marin, il est coincé sur une île, certes avec une nymphe charmante, mais il n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Elle lui propose l'immortalité et il la refuse. Alors, est-ce que... Voilà. Est-ce que cet Ulysse, ce non-héros, en quelque sorte, qui est au début de l'Iliade, mais
de l'Odyssée, pardonnez-moi, mais qui est finalement, au bout du livre, évidemment, est un héros absolu, ne nous place pas dans cette dichotomie qu'il y a avec ce que vous parliez, ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'évolution de la société, le fait quand on est dans une société un peu gavée, etc., les larmes s'apparentent, non pas une fragilité, selon moi, aux yeux de cette société-là, mais à une faiblesse. Pourquoi est-ce que c'est passé du statut de fragilité à celui de la faiblesse? C'est-à-dire que dans l'Odyssée, l'homme qui pleure n'a rien. Il n'est plus un héros, mais il reste un homme à part entière et il reste le héros de l'histoire. Et voilà, absolument. Et tout à coup, l'homme qui pleure quelques siècles plus tard devient une lavette. Pourquoi? On n'est plus dans la fragilité, là, on est dans la faiblesse. C'est une faiblesse. Voilà. Donc je voulais juste questionner là-dessus. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup été sensible à votre livre. Je crois que il faut alors le chagrin, le chagrin comme cela, ça m'a touché personnellement, ce livre. J'avais entendu parler d'Anne Dufourmentel. J'avais lu quelques livres et je connaissais son visage. Et je connaissais son visage et son sourire et sa manière d'être comme cela en public. Voilà, je ne la connaissais pas personnellement. Mais je crois que pour parler de son aura, il faut dire que, parce que ça n'a pas été rappelé, les gens n'ont pas forcément lu le livre et ne connaissent pas forcément l'histoire. Anne Dufourmentel s'est noyée en sauvant des enfants. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du risque. Elle a écrit un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Défense du secret. Oui. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la douceur. Et je trouve que ça parle bien, ces trois livres parlent d'elle, enfin moi, l'idée que j'en avais. Et voilà, c'est ce que je voulais rappeler par rapport à tout ça. Mais il y a quelque chose je trouve que la fragilité dont on a parlé tout à l'heure, quand Pierre, tu as dit, tu as montré la virilité et puis les gens se font du mal. Et je trouve que se faire du mal, c'est une forme de fragilité. Voilà. Henri-Pierre. Deux choses à dire. La première des choses, c'est concernant la mort d'Anne Dufourmentel. Je l'ai reçue en ce qui me concerne, et ne le prenez pas mal, comme une mort heureuse. Heureuse dans la mesure où je pense, non pas au bonheur tel que le bonheur on l'entend tous, mais au bon heure. Elle est morte selon son principe, elle est morte en cohérence avec elle-même. Et cela, c'est cela qui en moi fait que je lui rends le plus grand hommage. La deuxième chose sur laquelle je voulais venir, c'est celle qui concerne les larmes. En ce qui concerne les larmes, nous les hommes, nous avons été interdits de larmes, comme vous l'avez si bien exprimé, depuis fort longtemps. C'est madame, je pense, qui a parlé de comment se fait-il que l'homme qui pouvait pleurer avant n'a pas pleuré par la suite. Eh bien, avant, l'homme pouvait pleurer parce qu'il avait un rôle fort, pas seulement économiquement, mais encore héroïquement. L'homme était le gardien, avant tout, de la cité, du pays, de la nation, selon les périodes. Il a ensuite, peu à peu, perdu ce pouvoir. Et je ferai de la conquête de la larme par l'homme un petit peu le symétrique de la conquête de la femme dans ce mouvement que l'on appelle actuellement le féminisme. Je trouve qu'il y a un déséquilibre énorme. Je suis, vous doutez bien, extrêmement, et tous ceux qui me connaissent ici et qui me lisent savent que je suis extrêmement amant de la femme, mais je pense qu'il y a une exacerbation de la conquête de tous les attributs masculins, attributs moraux j'entends, de tous les attributs moraux masculins de la femme, de l'homme, pardon, par la femme, et avec une espèce de mépris pour un homme qui ne serait qu'un vil, je le lis très souvent, qui ne serait qu'un vil
un vil individu vivant sur sa puissance. Or, nous savons tous que nous ne sommes pas puissants. Au fur et à mesure que la femme prend sa puissance, j'aimerais que nous aussi nous puissions prendre notre puissance. Une puissance qui pourrait être taxée peut-être de faiblesse, hein. N'est-ce pas, Virginie? Moi, je revendique mon droit à l'alarme. Il y a plus d'héroïsme, je crois, ou en tout cas beaucoup plus de vérité à savoir pleurer quand il le faut pleurer. Je ne m'en prive jamais et je ne pense pas pour cela être une lavette et que les femmes qui me voyant pleurer, ou les hommes évidemment, pensent que je suis une lavette, pensent parce que n'ont pas atteint un certain degré d'authenticité. Je pense que même nous, la lutte de la femme pour acquérir, dans ce qu'on appelle le féminisme, ne peut s'accompagner que de son symétrique, c'est-à-dire le droit à l'homme d'avoir et de ressentir et d'exprimer des valeurs dites féminines. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que quelqu'un voudrait poser peut-être des questions? Si, moi je voudrais dire. Sarah. Pour revenir sur ce que vient de dire monsieur à propos des larmes, pardonnez-moi, mais j'ai une vision un peu extérieure et j'ai quand même le sentiment qu'on en parle ici d'une manière très occidentale. Dans la littérature orientale, dans la civilisation orientale, les larmes d'un homme sont assimilées à sa jouissance. Et c'est quelque chose qui m'a paru tout à fait négligé dans tous les commentaires que j'ai entendus ce soir à propos des larmes. À propos de l'héroïsme, quelque chose de très important à mes yeux, dans la définition antique du héros, tous les héros ont une faiblesse. Je parle du talon d'Achille, je parle de Tristan, et ça n'est pas un détail négligeable non plus. C'est ce qui signe leur héroïsme quelque part. C'est tout. Je ne commenterai pas plus, mais je tenais à le dire. C'est leur point de vulnérabilité. Mais justement, concernant l'héroïsme, trop lié, disiez-vous à juste titre, à la violence, ça prolonge ce que vous disiez. Je réfléchissais en vous entendant, et au fond, il y a un héroïsme dans la violence, mais qui est une violence subie. Je pense par exemple, on va prendre l'exemple Jean Moulin, devient un héros de la nation. Il a subi la violence et il s'est dressé au nom de la résistance. D'accord. Ça, c'est pas la violence de son côté, à lui en tout cas, c'est pas la violence barbare. Tout au contraire, bien. Mais je réfléchissais à ce que vous disiez, au fond, un statut de l'héroïsme sans la violence directe. Et par rapport aux larmes dont vous parliez. Le président Obama a eu un moment de larmes qu'il a retenu en 30 secondes lorsqu'il a évoqué un massacre dans une école d'enfants, etc. Bon, et là, c'est un homme qui a un sens de la communication, certes, mais là on sentait que c'était pas joué. Mais il y a eu une autre chose par rapport à l'héroïsme, et là, je pense qu'on est dans une autre forme d'héroïsme qui émerge de sa part d'ailleurs. Je vous invite à regarder les 25 minutes de son allocution pour l'enterrement, la cérémonie des funérailles du prêtre noir qui avait été assassiné à Charlottesville, ou Charleston, pardon, Charleston, et je vous invite à le regarder en entier, parce qu'on a souvent montré la fin, où en effet on le voit interrompre son discours, on se demande ce qui se passe, et puis il se met à chanter a cappella un fameux chant anti-ségrégationniste. Mais le propos d'abord, il y a toute une mise en œuvre, si vous voulez, d'une sacralité qui s'invente, une sacralité politique, une sacralité éthique évidemment, mais je crois qu'il y a une forme d'héroïsme aussi qui se joue pour tous, qu'il a su fédérer. Parce qu'il faut quand même qu'il arrive à cela. Le discours auparavant est très lincolnien. Et il y a autour toute une ambiance. Il y a évidemment les dignitaires noirs, mais il y a autant de blancs que de noirs,
heureusement, il y a toute une assemblée formidable, les gens sont extrêmement bouleversés, et quand il y a ce chant a cappella, alors là, tout le monde se lève. Là, on est dans une sacralité extraordinaire, qui rédime la mort, là, d'une certaine façon, pour tous ceux qui en sont témoins. Je pense que c'est peut-être une voie vers un héroïsme. Je pense que là, il a fait preuve d'héroïsme pacificateur, et parce qu'il a pris sur lui. Je crois que c'est un immense moment de la poétique du politique, d'ailleurs. C'est aussi un héroïsme qui n'est pas lié à l'action, voilà. mais à la parole. Voilà. Mais voilà. ça, c'est très intéressant. Et à la fédération des émotions. Si je peux juste une seconde, puisque je disais qu'il faudrait refaire cette histoire qui a abouti à cette espèce de départ entre la virilité et des manifestations telles que l'alarme ou qui serait celle d'une fragilité, il y a un épisode, je dirais, qui est symptomatique. Il faudrait le prendre comme une vignette. C'est le grand incendie du bazar de la Charité. Dans ce grand incendie du bazar de la Charité, où tant de femmes du grand monde vont être brûlées, vont devenir des torches vivantes, ce qui a fait l'objet d'une indignation le lendemain et le surlendemain dans les journaux, c'est que, contrairement à ce qui, en France et dans d'autres pays, le sens de l'honneur, doit prévaloir, les femmes et les enfants d'abord, qu'on retrouvera dans le Titanic, au moment du naufrage. Mais à ce moment-là, que s'est-il passé? Les hommes sont sortis en frappant les femmes, les piétinant, etc. Et sur 116 victimes, il n'y a eu que 3 hommes. Bien. Tous les journaux, pourquoi je vous cite ça? Pas du tout pour vous parler de cet événement qui est passionnant par ailleurs. Parce qu'il est symptomatique. Car qu'est-ce qui s'est passé dans les journaux? Les hommes ne sont plus des hommes. Et lorsque les hommes ne sont plus des hommes, ça veut dire que nous sommes en pleine décadence. D'ailleurs, c'est à ce signe qu'on reconnaît la décadence. D'ailleurs, Yankelevitch, dans son livre sur la décadence, dira que c'est la féminisation de la société. Bon, et il y a plein d'autres exemples. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un moment... Ça n'a pas été un de ses meilleurs moments. Peut-être, mais non, mais il entendait c'est aussi par rapport à la fin de l'Empire romain. Bon. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, quand on voit ce que les journaux de la fin de siècle vont penser de ce qui s'est passé là, c'est l'idée, nous sommes entrés en décadence puisque les hommes ne sont plus des hommes. Ils ne se comportent pas comme des hommes. Alors après, il y a des batailles politiques en disant que ce sont les gens du peuple qui ont manifesté le plus d'héroïsme, etc. Ça dépendait des idéologies de tel ou tel journal. Mais voyez, et je crois que c'est un turning point. Et alors après, ça a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la guerre et les tranchées. Donc on ne s'est plus posé la question de la crise de la masculinité. On les avait foutus dans les tranchées, ils sont partis fleurs à la baïonnette. Bon, donc il y a eu... Mais vous voyez, il y a quelque chose qu'il faudrait réfléchir dans une histoire assez longue et qui revient aujourd'hui, parce qu'on ne fait que de parler de cela, de la crise de la masculinité. Moi j'ai fait un tour, c'était aux États-Unis cet été, 3 semaines, pour aller à la rencontre des électeurs de Trump. Et je peux vous dire que vous voyez bien ce qu'il y a. Avec les LGBT, les hommes sont plus des hommes. Faut revenir aux valeurs. C'est pas les valeurs traditionnelles de l'Amérique. Masculine, virile. Voilà. Bon, je veux pas être trop longue. Pardon, madame. Je ne voudrais pas penser que vous puissiez suggérer, ou alors j'ai peut-être mal compris, que lorsque l'homme se féminise ou adopte des valeurs féminines, c'est pas moi, le pays ou la société est en décadence. Mais c'était l'époque. Vous ne le pensez pas. Mais attendez, c'est pas moi, c'est les journaux de l'époque et les textes de l'époque, c'est pas moi. Je vous en ai cru la porte-parole. Je rappelais dans l'imaginaire collectif comment ça s'est pensé. Au niveau de l'héroïsme, pour moi, il y a un texte qui me semble essentiel, qui effectivement reprend cette notion, comme on la retrouve dans la fine amour finalement du Moyen-Âge et au Moyen-Âge, où le héros, le chevalier à la charrette, Lancelot, etc.,
ont dans leur quête de la dame une expression de gloire, alors qu'on va appeler chevaleresque ou d'amour courtois finalement, qu'on a appelé ça comme ça, qui permet d'assumer l'éros et la quête de l'amour comme quelque chose ni de masculin ni de féminin, mais de l'ordre du sacré. Or, une correspondance qui pour moi est fondatrice, c'est la correspondance entre Freud et Einstein. Le titre, c'est Pourquoi la guerre, qui a été menée juste avant la Seconde Guerre mondiale, pardon, et qui montre ce glissement progressif, non pas du plaisir, mais on va dire du déplaisir, justement, qui va transformer la quête vers l'éros, vers la quête du thanatos, donc qui amène la guerre dans notre civilisation, le malaise dans notre civilisation. Et là, on voit qu'il y a un basculement qui se fait par toute forme de choses, nous dit Freud notamment, l'éducation qui n'est plus la priorité en certains points, l'humanisme qui devient déjà galvaudé, etc. Et qui, à ce moment-là, transforme les pulsions, pour parler aussi d'une manière psychanalytique. C'est-à-dire que la pulsion de vie n'est plus mise en avant, n'est plus la quête du Graal, mais la pulsion de mort, et à travers cette pulsion de mort, ce qu'on appelle la pulsion d'autoconservation, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre monde très capitaliste, très individualiste, c'est la pulsion d'autoconservation qui commence à prendre le dessus. Et dans cette pulsion, on retrouve un retour narcissique à soi et un ego qui devient la quête. Pourquoi ? Pour face à la peur, et notamment la peur de la mort, on revient à ça. Et je pense que là, il y a un glissement donc au niveau de l'héroïsme qui se passe de l'héroïsme vers l'amour à un héroïsme vers un art de la guerre qui est soutenu par Thanatos. Et je pense qu'on retrouve ça dans notre individualité aujourd'hui, individualisation, et qui engage évidemment la guerre, mais aussi d'autres formes, notamment, moi je suis psychoaddictologue, notamment les addictions, notamment la pulsion vers un état de dépression collective, etc. Et juste pour rebondir, je ne veux pas garder trop la parole non plus, il y a un livre de Cynthia Fleury, L'accident comme souci de soi, Pretium Doloris, qui est excellent, qui justement pose l'accident comme la redéfinition de son être au monde. Et finalement, quand vous disiez la mort me concerne, finalement je pleure sur moi-même, est-ce que la mort de l'autre ne serait pas l'accident de soi? C'est tout à fait, c'est vraiment... J'ai envie de citer deux vers, parce que par rapport, en tout cas à la même époque, moi c'est Kipling, c'est parmi les... J'ai envie de dire juste deux ou quatre vers d'un poème qui avait partie de ce qui a pu inspirer ce livre, et qui se situe à la même époque que Freud, et là où on va quand même, donc en Occident, en effet, mais donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, homme-femme, donc qu'est-ce que c'est qu'un héros? Et je l'ai dit récemment, mais quand j'entendais ce poème, quand j'étais enfant, j'étais jalouse. J'espérais qu'il y ait un poème comme ça qui existât pour les filles. Et je me disais, c'est quelle chance ont les garçons. Et parce que j'entendais la musique, tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils. Et j'ai lu ce poème, et j'ai relu ce poème plusieurs fois récemment. Là, je vous en dirai juste peut-être les quatre premiers vers, mais c'est... Rien que le premier, ça me fait trembler, ça me donne envie de pleurer. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Alors, ça continue comme ça, et je veux dire, ça commence comme ça. Et alors, ce que je trouve important à souligner, c'est que ce poème, il a été dédié par Kipling, le livre de la jungle, donc il fait partie quand même aussi de notre inconscient collectif, à son fils quand il avait 13 ans. Et ce jeune garçon à 18 ans avait des problèmes de vue, donc n'a pas pu s'engager dans l'armée. Et il a insisté auprès de l'armée de l'air, il a insisté auprès de l'armée de terre. Comme ça ne marchait pas, c'est son père qui a insisté effectivement pour qu'il soit engagé et devienne effectivement peut-être un homme. Tel qu'on l'entendait à l'époque. Voilà. Et il a à peine ajouté le prix d'avion qu'effectivement l'avion a été descendu dans une bataille. Et donc c'est là où il y a quelque chose quand même qui est une incitation, c'est dramatique, à un certain héroïsme.
Là, c'était donc, et c'est à la même époque, en 1900, que Freud et Einstein, c'est passionnant d'ailleurs leur Je crois de toute façon que l'héroïsme aujourd'hui a changé un petit peu, parce que je pense que même dans la vie de tous les jours, prendre un métro, se lever, faire des choses banales, sans s'en rendre compte, on est héroïque. Enfin, c'est Peggy, le héros des temps modernes, c'est le père de famille. Voilà. Mais c'est vrai. Le père. Je suis désolée, c'est le père. Je cite Peggy. Est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions, dire quelque chose? Non? En tout cas, nous vous remercions infiniment. Je pense que vraiment, merci au public, merci à nos intervenants, merci à tout le monde. C'était magnifique. Un grand merci. Et merci à la librairie du cinéma. Voilà. Merci beaucoup.